J'ai été évincé des vacances de luxe que j'avais payées, afin que le petit ami de ma sœur puisse y aller à la place. Ils ont exigé, s'il vous plaît, réparez ça, quand ils ont réalisé que j'avais tout annulé, mais la leçon ultime du karma ne faisait que commencer pour eux. C'est moi qui riais. Je m'appelle Léna. J'ai 28 ans. Je suis une femme. Et ma famille s'attendait à ce que je me retire d'un séjour de luxe que j'avais payé pour que le nouveau petit ami de ma sœur puisse prendre ma place. Ils m'ont traité comme une tirelire ambulante, une note de bas de page gênante dans leur histoire familiale. Ils ont supposé, comme toujours, que j'avalerais mes sentiments, ferais bonne figure et serais la personne la plus conciliante. Ils n'avaient aucune idée que la personne la plus conciliante en avait finalement marre de se faire toute petite pour les mettre à l'aise. Ils n'avaient aucune idée du genre de karma qui allait instantanément ruiner leur voyage dès l'instant où je leur tournerais le dos et m'éloignerais. Ma famille fonctionne selon un ensemble de règles tacites. Une constitution écrite à l'encre invisible que tout le monde est censé suivre. La règle numéro 1, et la plus importante, a toujours été, Chloé passe en premier. Ma jeune sœur, Chloé, est le soleil autour duquel notre famille orbite. Mes parents, Marc et Suzanne, sont ces planètes dévouées, et j'ai toujours été traité comme un satellite lointain et fonctionnel, utile pour relayer des signaux, mais jamais l'attraction principale. Elle a 25 ans, une artiste indépendante avec un esprit aussi libre que ses finances sont instables. Elle est belle et charmante, capable de tisser une toile de fantaisie qui laisse mes parents complètement enchantés. Moi, en revanche, je suis la personne responsable. Je suis ingénieur en logiciel, une planificatrice, une épargnante. Ma vie est bâtie sur la logique et le code, une structure stable sur laquelle ma famille a toujours été heureuse de s'appuyer, mais jamais particulièrement intéressée à explorer. Cette dynamique ne s'est pas construite du jour au lendemain. C'est le résultat de 1000 petites coupures, d'une vie entière de moments qui ont solidifié mon rôle de personnage secondaire de soutien et fiable. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une seule chose, un télescope haut de gamme spécifique. J'avais une carte des étoiles sur mon mur et j'économisais mon argent de poche depuis des mois pour y contribuer. Mes parents m'ont dit qu'ils s'en occuperaient. Le matin de mon anniversaire, il était là, un magnifique télescope dans une énorme boîte. J'étais extatique, mais ma joie fut de courte durée. Plus tard ce jour-là, Chloé est tombée de son vélo et s'est écorché le genou, ce qui a entraîné un voyage dramatique et rempli de larmes aux urgences. Cela n'a nécessité qu'un bandage à thème de dessin animé. Elle était tellement bouleversée que mes parents ont décidé qu'elle avait besoin d'un cadeau spécial pour la réconforter. Ce soir-là, mon père m'a tranquillement expliqué que Chloé avait toujours été fascinée par la Lune. Il a dit que ce serait un geste familial si j'acceptais de laisser le télescope être un cadeau pour elle à la place. Pour maintenir la paix, m'a-t-on dit. J'avais 10 ans et on m'apprenait déjà que ma joie était négociable et que la tristesse passagère de ma sœur était une situation d'urgence maximale. J'ai hoché la tête avec engourdissement et j'ai regardé mon cadeau d'anniversaire être déplacé dans sa chambre. Une autre fois, des années plus tard, ce fut ma remise de diplôme universitaire. J'étais la première personne de notre famille proche à obtenir un diplôme universitaire, sans parler d'un domaine aussi exigeant que l'ingénierie. J'avais travaillé sans relâche, faisant des nuits blanches et sacrifiant ma vie sociale pour obtenir mon diplôme avec mention. Mes parents avaient promis d'organiser une grande fête pour célébrer. La semaine précédant la fête, Chloé a annoncé qu'elle avait été acceptée à un atelier de poterie non accrédité de 3 semaines dans un autre état. L'atelier commençait le même jour que ma fête de remise de diplôme prévue. Sans un instant d'hésitation, mes parents ont annulé ma célébration. Leur raisonnement ? Ils devaient aider Chloé à faire ses valises et la conduire à l'orientation de l'atelier. Tu comprends, Léna, avait dit ma mère en me tapotant le bras. C'est un grand pas pour elle. Une fête n'est qu'une fête, mais c'est son avenir. Mes 4 années de travail acharné ont été considérées comme une simple fête. Tandis que le dernier hobby de ma sœur était traité comme une nomination au prix Nobel, j'ai fini par célébrer avec une pizza et 2 amis dans ma chambre d'étudiant. Les doubles standards financiers étaient peut-être les plus irritants. On s'attendait à ce que je sois totalement indépendante dès que j'ai commencé mon premier stage. J'ai payé ma propre voiture, mon propre loyer et mes propres frais de scolarité qui n'étaient pas couverts par des bourses. Pendant ce temps, le loyer de Chloé était une ligne budgétaire permanente dans le budget de mes parents. Son assurance automobile, sa facture de téléphone, son approvisionnement illimité en matériel artistique, tout était couvert sans question. Si elle manquait d'argent,
mes parents puisaient dans leurs économies. Si jamais j'insinuais une contrainte financière, j'avais droit à une leçon sur la budgétisation et la responsabilité. Ce n'est pas que je voulais leur argent. C'était une question de principe. Ils célébraient mon indépendance tout en cultivant activement sa dépendance, puis la louaient pour son esprit libre tout en me qualifiant de rigide et trop sérieuse. Ainsi, quand Chloé a commencé à fréquenter Kevin il y a 6 mois, il n'était pas surprenant que ma famille tombe instantanément sous son charme. Il était un musicien en herbe, ce qui, aux yeux de mes parents, équivalait pratiquement à être une rockstar. Il était beau, avait un sourire charmant et était d'accord avec tout ce que mon père disait. Il était dévoué à Chloé, et donc, il ne pouvait rien faire de mal. Il ne le voyait pas comme un homme de 26 ans qui travaillait encore à temps partiel dans un café, mais comme le partenaire idéal pour leur fille parfaite. Il a été absorbé dans l'unité familiale avec une rapidité vertigineuse. Soudain, chaque dîner de famille, chaque plan de week-end devait inclure Kevin. Il était la pièce manquante dont ils n'avaient jamais su qu'ils avaient besoin, et sa présence ne faisait que souligner encore plus ma place en périphérie. J'étais devenu la 5e roue du carrosse perpétuel dans une famille de 4 personnes. Ce voyage, celui que je planifiais, était censé changer cela. C'était mon geste grandiose, ma tentative de créer un souvenir si spécial qu'il devrait m'inclure. J'allais payer pour une semaine parfaite, achetant ma place de retour dans le cercle familial. Je n'avais simplement pas réalisé qu'il prévoyait déjà d'échanger mon billet contre un nouveau. L'idée du voyage est née un mardi après-midi morose au travail. J'étais en train de débugger un morceau de code particulièrement vicieux, fixant des lignes de texte jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Mon téléphone a vibré avec une photo de ma mère. C'était un selfie d'elle, de mon père, de Chloé et de Kevin, tous rayonnant à un festival d'automne local. « J'aurais aimé que tu sois là », disait le texte. Une petite pique occasionnelle à laquelle je m'étais habitué. Ils ne m'avaient pas invité. Je fixais leur visage souriant, un instantané d'une famille heureuse, et j'ai réalisé avec un choc que je n'en faisais pas partie. J'ai ressenti une douleur familière, un désir non seulement d'être incluse, mais d'être essentielle. Ce soir-là, je me suis plongé tête baissée dans les sites de voyage. Je ne cherchais pas seulement des vacances. Je cherchais une opportunité. Je voulais créer une expérience si unique et si merveilleuse qu'il leur serait impossible de me mettre de côté. Je voulais construire un souvenir dont j'étais l'architecte. C'est là que je l'ai trouvé. Le chalet Serenity Peak. Ce n'était pas seulement un chalet. C'était une œuvre d'art. Perché à flanc de montagne avec des baies vitrées donnant sur une vallée enneigée, c'était la définition du luxe. Il avait une cheminée en pierre, une cuisine gastronomique, un jacuzzi sur la terrasse et un accès à des pistes de ski privées. C'était à couper le souffle, et c'était cher. J'ai passé l'heure suivante avec mes feuilles de calcul budgétaires ouvertes. Je suis une épargnante par nature, et mon travail d'ingénieur en logiciel est bien rémunéré. J'avais un fonds discrétionnaire sain que j'allouais habituellement à des investissements ou à des améliorations domiciliaires. Mais en regardant les photos de ce chalet, j'ai vu un autre type d'investissement, un investissement dans ma famille, un investissement dans mon propre sentiment d'appartenance. Le coût pour une semaine complète, y compris les taxes et les frais, était significatif. C'était plus qu'un simple cadeau généreux. C'était une déclaration. Une déclaration que j'étais une personne qui réussit, que j'étais généreuse et que je voulais partager ce succès avec eux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur « Réserver maintenant ». L'email de confirmation a eu l'effet d'un choc d'espoir pur. L'étape suivante consistait à présenter le cadeau. J'ai imprimé une belle brochure que j'ai faite moi-même avec des photos glacées du chalet et un itinéraire détaillé. J'ai invité mes parents et Chloé à dîner, en ne mentionnant délibérément pas Kevin. Je voulais que ce soit une affaire de notre famille proche. Quand je leur ai tendu la brochure, leurs réactions ont été tout ce que j'avais espéré. Les mains de ma mère ont volé à sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Mon père n'arrêtait pas de secouer la tête, disant « Léna, tu n'aurais pas dû. C'est incroyable. » Chloé a poussé un cri de joie, me saisissant le bras et sautant sur place. Une semaine entière dans un endroit comme celui-ci, Léna, tu es la meilleure sœur qui soit. Pendant un instant fugace, je l'ai ressenti, la chaleur, l'appréciation, le sentiment d'être au centre de leur attention positive. Nous avons passé le reste de la soirée à examiner les détails.
Je leur ai dit que j'avais tout géré. Le chalet, la location d'un grand SUV confortable pour affronter les routes de montagne, même des forfaits de ski prépayés pour nous tous. Tout ce que vous avez à faire est de faire vos valises les plus chaudes et d'être prêt à vous détendre, ai-je dit en souriant. Il n'y avait aucune mention de Kevin. J'ai naïvement supposé qu'il comprenait l'esprit du cadeau. C'était pour nous quatre, un retour à nos racines. Dans les semaines précédant le voyage, l'énergie était différente. Ma mère m'appelait juste pour parler de son excitation. Mon père m'envoyait des liens vers des sentiers de randonnée près du chalet. Chloé me textait des photos de tenues de ski qu'elle envisageait d'acheter. J'ai senti un optimisme prudent fleurir dans ma poitrine. Peut-être que c'était ça. Peut-être que ce geste grandiose était suffisant pour réinitialiser la dynamique. Je me suis permis de rêver du voyage, assise près du feu, jouant à des jeux de société, préparant un grand repas ensemble dans la cuisine gastronomique, riant en voyant mon père essayer de skier pour la première fois en 20 ans. C'étaient les moments simples et sains en famille dont j'avais soif, le genre qui semblait toujours arriver quand je n'étais pas là. Je me suis lancé dans les préparatifs finaux avec un soin méticuleux. J'ai créé un itinéraire numérique partagé avec des numéros de confirmation et des horaires. J'ai réservé le SUV de luxe, un modèle assez grand pour nous quatre et tous nos bagages, sous mon nom. La politique du chalet était stricte. L'invité principal dont le nom et la carte de crédit figuraient sur la réservation devait être présent à l'enregistrement. J'en ai pris note, un petit détail de responsabilité administrative que j'ai à peine enregistré à l'époque. J'ai même préparé une playlist du rock classique préféré de mon père et de la pop des années 80 préférée de ma mère pour le trajet. Chaque détail était un acte d'amour, une brique dans les fondations du souvenir familial parfait que je voulais désespérément construire. La tromperie était si subtile que je l'ai presque manqué. Une semaine avant notre départ, Chloé m'a appelé. « Salut, alors, tellement excitée pour la semaine prochaine, a-t-elle gazouillé. Petite question. Quelle est la situation alimentaire ? Kevin est végétarien, alors je pensais à ce que nous devrions lui prendre. J'ai figé, ma main se crispant sur mon téléphone. Pour lui, ai-je demandé, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Je pensais que c'était juste pour nous quatre. Il y a eu une légère pause. Oh, eh bien, oui, bien sûr, a-t-elle dit, sa voix un peu trop enjouée. Je voulais dire pour quand nous reviendrons. Il va s'ennuyer tellement sans moi pendant toute une semaine, tu sais. Elle a ri, et moi, voulant la croire, j'ai laissé tomber. C'était un signal d'alarme, une petite fissure dans la façade parfaite, mais je l'ai masqué avec mon propre espoir. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Il ne ferait pas ça. Pas avec un cadeau aussi grand, aussi personnel. Il ne le ferait tout simplement pas. La nuit précédant notre départ, ma mère a envoyé un SMS à notre conversation de groupe familial. J'ai hâte de notre aventure familiale demain. Si fier de toi d'avoir rendu cela possible, Léna. J'ai lu le texte 3 fois, ressentant une vague de validation. Mon plan fonctionnait. J'ai fait ma valise, sortant mon pull le plus chaud pour le trajet. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sourire sincère et non forcé sur le visage, complètement inconsciente que le rêve que j'avais si soigneusement construit était sur le point d'être démoli. L'air du matin était frais et clair, le genre de parfaite journée d'automne qui ressemble à une promesse. Je me suis réveillé tôt, bourdonnant d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai revérifié ma valise, m'assuré d'avoir le dossier avec toutes les impressions de réservation, et j'ai descendu mes sacs. Le plan était de nous retrouver chez mes parents à 9h, de charger le SUV de location que je récupérais en chemin, et de prendre la route. Je suis entré dans leur salon, mon visage déjà orné d'un sourire heureux et expectant. Le sourire a vacillé et est mort sur mes lèvres. La scène devant moi n'était pas celle que j'avais imaginée. Ma mère, Suzanne, réarrangeait nerveusement les dessous de verre sur la table basse. Mon père, Marc, regardait intensément par la fenêtre comme s'il était fasciné par le facteur. Chloé était assise sur le canapé, les mains baissées, et à côté d'elle, les bras nonchalamment passés autour de ses épaules, se trouvait Kevin. Son sac de sport était près de la porte, juste à côté de celui de ma sœur. Une froide appréhension, lourde et nauséeuse, a commencé à se former dans mon estomac. « Salut », ai-je dit, ma voix semblant anormalement forte dans la pièce silencieuse. « Je suis là. » J'étais juste sur le point d'aller chercher la voiture. Mon père s'est détourné de la fenêtre, son expression soigneusement neutre.
Bonjour, Léna. En fait, à ce sujet, nous devons avoir une petite discussion. Ma mère s'est frotté les mains. Maintenant, ne te fâche pas, ma chérie. Elle a commencé l'ouverture classique d'une conversation où l'on s'attendait définitivement à ce que je me fâche. Il y a juste eu un tout petit changement de plan. J'ai regardé le visage anxieux de ma mère, le stoïcisme de mon père, et l'évitement délibéré de mon regard par Chloé. Je savais avec une certitude absolue ce qui allait suivre. J'avais l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti dans lequel j'étais attaché. Kevin va venir avec nous, dit Chloé doucement, ne me regardant toujours pas. Le concert de son groupe a été annulé et il allait être tout seul cette semaine. Je ne pouvais juste pas supporter cette idée. Je l'ai fixé, puis Kevin, qui m'a offert un faible sourire conciliant. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant. J'avais dépensé des milliers de dollars, déversé des semaines d'énergie émotionnelle et de planification là-dedans, tout ça pour que cela soit détourné par un concert annulé. Le chalet ne peut accueillir que 4 personnes, ai-je déclaré, ma voix plate. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Un fait que j'avais répété plusieurs fois pendant les étapes de planification. Nous savons, ma chérie. Et c'est la partie délicate, dit ma mère, s'avançant comme pour apaiser un animal effrayé. Nous en avons parlé hier soir. Eh bien, il n'y a tout simplement aucun moyen pour Chloé de partir sans Kevin. Ils sont inséparables. Et comme le chalet a cette stricte limite de 4 personnes, elle s'interrompit, laissant la conclusion dévastatrice en suspens pour que je la saisisse. Mon père s'est éclairci la gorge, prenant enfin la relève. Léna, tu es si indépendante. Tu as ton propre endroit, ta propre vie. Tu comprends? C'est une grande affaire pour Chloé et Kevin, pour leur relation. Nous pensons qu'il est important de soutenir cela. J'ai ressenti une vague de vertige, un sentiment surréaliste de détachement de mon propre corps. S'entendaient-ils eux-mêmes? Ils utilisaient mon indépendance, la qualité même qu'ils prétendaient admirer, comme une arme contre moi. Ils me disaient que parce que j'étais forte, je n'avais pas besoin d'une place dans ma propre famille. Ma gorge s'est serrée et mes yeux ont commencé à piquer. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, ma voix tremblante malgré tous mes efforts pour la garder stable. J'ai planifié tout ce voyage. J'ai payé tout ce voyage. C'était mon cadeau à ma famille. Et vous me dites que je ne peux pas y aller? Que je suis mise à la porte pour le petit ami de ma sœur depuis 6 mois. Ne sois pas si dramatique, Léna, claqua Chloé, levant enfin les yeux vers moi, son visage masqué d'indignation défensive. Ce n'est pas comme ça. Nous échangerions juste 2 semaines si nous pouvions, mais la réservation est non remboursable. Tu en fais une bien plus grande affaire qu'il ne le faut. Nous te ramènerons un souvenir. Un souvenir? Ils allaient me ramener un porte-clés bon marché ou une boule à neige d'un voyage que j'avais financé. Un voyage qu'ils m'avaient volé. L'audace pure et simple de la chose était stupéfiante. Ce n'était pas juste une négligence. C'était un acte délibéré d'effacement. Ils en avaient discuté, pesé les options, et conclu que j'étais la personne superflue. Ma contribution, mes sentiments, ma présence, rien de tout cela n'avait autant d'importance que le désir de Chloé de ne pas être séparée de son petit ami. C'est moi qui ai payé, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Mon nom est surtout, la voiture, le chalet. Et nous apprécions cela tellement, Léna. Vraiment, dit mon père, sont-on condescendantement patient. Pense-y comme ton cadeau à Chloé et Kevin, une façon de montrer ton soutien pour son bonheur. Nous te rembourserons ta part quand nous pourrons. Ma part. Ils avaient quantifié ma place dans la famille et déterminé sa valeur en espèces payables à leur convenance. Ce fut le moment où la douleur a tourné à autre chose. C'était une colère froide, dure et clarifiante. Les milliers de petites coupures de mon enfance, le télescope, la fête annulée, les disparités financières, tout cela a fusionné en cette unique blessure béante. Ils n'étaient pas seulement négligents, ils étaient cruels. Ils considéraient ma générosité non pas comme un cadeau à chérir, mais comme une ressource à exploiter. J'ai regardé leurs visages un par un. Ma mère, désespérée de trouver la paix à tout prix. Mon père, se cachant derrière un mur de logique imparfaite. Ma sœur rayonnant d'un sentiment d'avoir droit à tout si profond qu'il en était presque impressionnant. Et Kevin, le catalyseur,
ayant l'air mal à l'aise mais ne faisant absolument rien pour s'opposer à la situation monstrueusement injuste qui se déroulait en sa faveur. J'ai pris une grande inspiration saccadée. Les larmes qui menaçaient de tomber se sont retirées, remplacées par une résolution glaciale. Je pouvais crier. Je pouvais pleurer. Je pouvais supplier. J'avais fait toutes ces choses auparavant et cela n'avait jamais rien changé. Cela ne finissait toujours qu'avec moi étant qualifié de difficile ou trop sensible. Cette fois-ci, ce serait différent. Je leur ai donné un seul hochement de tête serré. Bien, ai-je dit. Le mot était un éclat de verre, petit et aigu. Une vague de soulagement visible a balayé la pièce. Ma mère a souri vivement. Oh, merci, Léna. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été la personne la plus conciliante. Nous allons passer un bon moment, ajouta Chloé, sortant déjà son téléphone, sans doute, pour poster une photo de leur sac fait. Nous t'enverrons beaucoup de photos. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte d'entrée et j'ai pris ma propre valise. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert la porte, suis sorti sous le soleil éclatant du matin et les refermé doucement derrière moi, les laissant à leur plan. Tandis que je marchais vers ma voiture, je pouvais sentir leur soulagement collectif rayonner à travers la porte fermée. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je m'éloignais en douce vers ma vie tranquille et indépendante pour panser mes blessures. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. La personne la plus conciliante venait de quitter les lieux et elle emportait avec elle toutes les vacances. J'ai réussi à monter dans ma voiture et à fermer la porte avant que le premier sanglot ne s'échappe. C'était un cri silencieux déchirant, le genre qui secoue tout votre corps. La trahison était si profonde, si complète, qu'elle ressemblait à un poids physique pesant sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai posé mon front contre le volant. Le plastique frais contrastait fortement avec mon visage brûlant. Tous les doux rêves que j'avais eus pour cette semaine. Les rires, les discussions au coin du feu, le sentiment d'appartenance se sont effondrés en poussière. Ils ne m'ont pas seulement désinvité. Ils m'ont jeté. Ils avaient regardé mon cadeau, mon geste d'amour, et l'avaient vu comme rien de plus qu'une transaction, un ensemble de billets qu'ils pouvaient réaffecter à volonté. Pendant quelques longues minutes, je suis resté là, noyé dans la douleur. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de Chloé. Peux-tu m'envoyer le hachage de confirmation pour la location du SUV? Nous partons bientôt. Le culot pur et simple de cela m'a envoyé une nouvelle vague de colère, si puissante qu'elle a consumé les larmes. Il passait déjà à autre chose, logistique et tout, sans un seul regard en arrière. Ma douleur n'était même pas un simple ralentisseur pour eux. C'était juste un détail administratif qu'ils supposaient que je gérerais. C'est là que le déclic s'est produit. L'image de ma mère, de mon père et de Kevin, s'entassant dans leur berline exiguë, suffisants et contents d'eux-mêmes, a flashé dans mon esprit. Ils partaient profiter de vacances de luxe financées par la fille qu'ils venaient de jeter à la rue. Ils comptaient sur ma conformité, sur mon entraînement de toute une vie à être la bonne personne, la compréhensive. Et à ce moment-là, j'ai décidé que mon entraînement était officiellement terminé. J'ai mis la voiture en marche arrière, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé dans un parc voisin, j'ai trouvé un endroit calme surplombant un étang au canard et j'ai coupé le moteur. La colère n'était plus un désordre chaud et chaotique. Elle s'était refroidie en quelque chose de concentré et de clair. C'était de la résolution. J'ai sorti mon téléphone, ma main étonnamment stable. Chloé voulait le numéro de confirmation pour la location du SUV. Bien, je vais m'en occuper d'abord. J'ai ouvert l'email de la société de location. Mon nom était en haut. Ma carte de crédit était enregistrée. Je n'étais pas seulement la bienfaitrice. J'étais la seule autorité légale pour tout ce voyage. Un sourire lent et sinistre a touché mes lèvres. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de conséquences. Ils avaient pris la décision de me retirer de l'équation. Alors, j'allais me retirer de l'équation complètement et entièrement. J'ai trouvé le numéro du service client de l'agence de location et j'ai composé. Un agent joyeux a répondu. Merci d'avoir appelé Prestige Auto Rentals. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit, ma voix calme et égale. J'ai besoin d'annuler une réservation pour aujourd'hui.
Le nom de famille est le mien, Lena, et le numéro de confirmation est. J'ai lu le numéro de l'email. D'accord, madame. J'ai cette réservation ici. Un SUV premium à récupérer à 10 heures. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Oui, je suis sûr, ai-je dit. Mes plans ont changé. Très bien, pas de problème. Comme vous annulez le même jour, il y a de petits frais d'annulation, mais le reste du prépaiement sera remboursé sur votre carte enregistrée. C'est parfaitement bien, ai-je dit. Merci. D'accord, mademoiselle Lena, votre réservation a été annulée. Le véhicule sera remis dans notre inventaire. Passez une bonne journée. Vous aussi, ai-je dit et j'ai raccroché. Un de moins. Je les ai imaginés arrivant au comptoir, donnant mon nom et le regard confus sur le visage de l'agent. Cette pensée m'a apporté une lueur de satisfaction sinistre. Vient ensuite la liste des forfaits de ski prépayés. C'était facile, fait via le portail en ligne de la station de ski. Je me suis connecté à mon compte, j'ai trouvé la commande pour 4 forfaits tout accès et j'ai cliqué sur le bouton « Demander un remboursement ». La politique était claire, remboursement intégral si plus de 24 heures avant la date de début. Un message est apparu, votre remboursement a été traité et apparaîtra sur votre relevé dans 5 à 7 jours ouvrables. J'ai cliqué sur « Terminer ». Enfin, l'événement principal, le joyau de leur trahison, le chalet Serenity Peak. J'ai regardé l'email de confirmation, les magnifiques photos de l'endroit que j'avais si impatiemment réservé. C'est ce qui faisait le plus mal. C'était le cœur du rêve. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de la société de gestion du chalet. Une voix chaleureuse et professionnelle a répondu « Bonjour, Mountain Luxury Retreat ». « Bonjour », ai-je dit. J'ai une réservation pour aujourd'hui sous le nom de Lena et je dois faire un changement. Mon cœur battait la chamade maintenant. Cela semblait définitif. Bien sûr, laissez-moi la consulter. Oui, je la vois ici. Le chalet Serenity Peak pour cette nuit. Quel genre de changement aviez-vous besoin de faire, mademoiselle Lena? Je dois annuler la réservation, ai-je dit, les mots semblant lourds. Il y eut une pause. Oh, je vois. Je suis désolé d'apprendre cela. Je dois vous informer que, conformément à notre politique de réservation, les annulations dans les 14 jours précédant la date d'arrivée sont non remboursables. Vous perdriez la totalité du montant payé. Je le savais. J'avais lu les petits caractères, et c'était beaucoup d'argent. Mais en restant assise là, le coût me semblait insignifiant comparé au coût de les laisser me marcher dessus une fois de plus. L'argent était déjà dépensé dans mon esprit, un investissement dans un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Maintenant, ce serait un investissement dans une leçon. Une leçon de respect de soi. Je comprends cela, ai-je dit à l'agent. Je dois toujours annuler. D'accord, madame. Je dois juste vous rappeler une fois de plus qu'aucun remboursement ne sera émis. Je comprends parfaitement, ai-je dit, ma voix ferme. Veuillez procéder à l'annulation. Une autre question. En fait, dis-je, une pensée me venant à l'esprit. Votre politique stipule que l'invité principal doit être présent pour l'enregistrement avec la carte de crédit utilisée pour la réservation. Correct. Oui, c'est exact. C'est une politique de sécurité stricte pour prévenir la fraude. Donc, même si je n'avais pas annulé, si un groupe se présentait sans moi et ma carte de crédit, il n'aurait de toute façon pas pu s'enregistrer? C'est exact, madame. La personne dont le nom figure sur la réservation doit absolument être ici. Pas d'exception. Merci, dis-je. Cela clarifie tout. J'ai raccroché et j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. C'était fait. Le voyage entier, méticuleusement planifié, excessivement cher, avait été démantelé en moins de 15 minutes depuis le siège conducteur de ma voiture dans un parc public. Il n'y a pas eu de grande explosion, pas de dispute, juste une série de clics et de conversations calmes et délibérées. C'était une sensation étrange, un cocktail de perte, de tristesse et une poussée de pouvoir féroce et inconnu. J'avais perdu une somme d'argent significative et très probablement le peu de relations qu'il me restait avec ma famille. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. J'avais repris mon pouvoir. J'avais tracé une ligne, non pas dans le sable, mais dans la roche solide. J'ai posé ma tête en arrière contre le siège,
regardant les canards glisser sur l'étang. Et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti un sentiment de paix. La tempête arrivait, je le savais. Mais pour l'instant, dans ma petite voiture, il n'y avait qu'un calme profond et satisfaisant. Je suis rentré chez moi dans un état de calme surréaliste. La colère et la douleur étaient toujours là, bouillonnant sous la surface, mais elles étaient recouvertes d'un étrange sentiment de tranquillité. J'avais fait quelque chose pour moi-même, quelque chose de décisif et de définitif. Je suis entré dans mon appartement silencieux, et au lieu de me sentir seul, je me suis senti sereine. C'était mon espace, un sanctuaire où je n'étais pas une arrière-pensée ou un moyen de parvenir à une fin. J'ai fait une théière, je me suis blotti sur mon canapé avec une couverture et j'ai mis un film que je voulais voir. J'étais déterminé à traiter cette journée non pas comme un jour de perte, mais comme le premier jour d'un nouveau chapitre. Mon téléphone, que j'avais posé face contre table sur la table basse, est resté silencieux pendant les 2 premières heures. Je savais que le trajet jusqu'à l'agence de location leur prendrait environ 30 minutes. Je les ai imaginés entrant, Chloé probablement encore en train de texter, mon père s'approchant avec assurance du comptoir pour annoncer leur arrivée. Le premier buzz de mon téléphone est venu à 9h48. C'était un SMS de mon père. « Papa, salut, chez Prestige, ils disent que la réservation a été annulée. » Un malentendu. Peux-tu les appeler? J'ai lu le message et pris une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. La confiance initiale se transformant en agacement. Ma mère deviendrait confuse. Chloé se plaindrait du retard. 10 minutes plus tard, un autre buzz. Cette fois de ma mère. « Maman, Léna, appelle ton père. Le monsieur au comptoir n'est pas très serviable. Il dit que tu as annulé la voiture. S'il te plaît, arrange ça. S'il te plaît, arrange ça. » Les 3 petits mots qui avaient défini mon rôle dans la famille d'aussi loin que je me souvienne. Quelque chose ne va pas, Léna. S'il te plaît, arrange ça. J'ai fixé le message, une sensation de vide dans la poitrine. Il ne demandait pas ce qui s'était passé. Il ne se souciait pas que je puisse être contrarié. Il voyait juste un problème et s'attendait à ce que je sois la solution. J'ai ignoré le message. Encore 15 minutes se sont écoulées. Une rafale de messages est arrivée. « Chloé, Léna, qu'as-tu fait? Nous ne pouvons pas avoir le SUV. Maintenant, nous devons prendre notre voiture et ce sera super exigu avec toutes nos affaires et la guitare de Kevin. C'est tellement ennuyeux. Appelle-moi. Papa, Léna, je ne joue pas. Ta sœur est contrariée. Réponds à ton téléphone. Maman, chérie, s'il te plaît, nous allons être en retard. Dis-nous simplement ce qui s'est passé. » J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Le bourdonnement constant commençait à entamer ma paix retrouvée. Ils avaient pris leur décision. Ils roulaient maintenant vers les montagnes, un trajet de 4 heures dans leur plus petite voiture. Agacés et mal à l'aise, mais toujours complètement inconscients de l'étendue réelle de la situation. Ils pensaient que la voiture annulée était le problème principal, un contretemps frustrant causé par mon comportement dramatique. Ils n'avaient aucune idée que ce n'était que l'apéritif. J'ai passé les heures suivantes à essayer de me distraire. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai répondu à des emails professionnels. J'ai arrosé mes plantes. Mais une partie de mon cerveau était une horloge en marche, suivant leur trajet. Vers 14h30, j'ai estimé qu'ils arriveraient à la station, fatigués et grincheux de la route exiguë, mais impatients de voir enfin le magnifique chalet. Je me suis préparé. À 14h41, mon téléphone s'est illuminé avec un appel entrant de mon père. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Une seconde plus tard, un appel de ma mère. Je l'ai ignoré. Puis Chloé, ignoré. Puis une série de SMS a commencé, chacun plus frénétique que le précédent. Papa, qu'est-ce qui se passe? La direction du chalet dit que notre réservation est annulée. Ils disent que tu as perdu tout l'argent. C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, Léna, ce n'est pas drôle. Nous sommes là, dans le hall, et ils ne veulent pas nous donner de clés. Ils ont dit que tu avais appelé ce matin. Pourquoi ferais-tu ça? Tu as tout gâché. Chloé, je n'arrive pas à te croire. Nous avons roulé jusqu'ici. Il n'y a pas d'autre chalet disponible.
Tout le complexe est complet. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Puis est venu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Inconnu. C'est Kevin. Chloé pleure. Ses parents sont paniqués. Tu dois les appeler et arranger ça tout de suite. C'est complètement fou. Le sentiment d'avoir droit à tout était à couper le souffle. Lui, la raison même pour laquelle je n'étais pas à ce voyage, me donnait maintenant l'ordre de réparer les conséquences de la situation dont il avait bénéficié. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. J'ai écouté le premier de mon père par curiosité morbide. Sa voix tremblait de rage. Léna, je ne sais pas quel genre de coup tu penses jouer, mais tu es allé trop loin. Tu as embarrassé cette famille. Tu nous as laissés en rade au milieu de nulle part. Tout cet argent juste perdu parce que tu n'as pas supporté de ne pas avoir ton chemin pour une fois. Tu me rappelleras immédiatement. Immédiatement. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter jusqu'à la fin. Le récit était déjà écrit dans leurs esprits. J'étais la méchante. J'étais l'enfant égoïste et dramatique qui faisait une crise de colère et ruinait le plaisir de tout le monde. Il n'y avait aucune lueur de conscience de soi, aucune idée que leurs propres actions avaient été le catalyseur de tout cela. Ils ne m'avaient pas seulement poussé dehors. Ils m'avaient poussé d'une falaise et étaient maintenant furieux que je n'ai pas miraculeusement poussé des ailes pour remonter et les secourir. Le téléphone a continué à s'illuminer, un phare incessant de leur panique et de leur fureur. Je le regardais, me sentant étrangement détaché. C'était comme regarder une tempête faire rage derrière une épaisse vitre. Le chaos était le leur. Le drame était le leur. Les conséquences étaient les leurs. Pour la première fois, leurs problèmes n'étaient pas les miens. Je ne me sentais pas heureuse, pas exactement, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Je me sentais libre. J'ai pris mon téléphone, non pas pour les rappeler, mais pour bloquer leur numéro. Papa, maman, Chloé, Kevin. Un par un, j'ai coupé la connexion. Le barrage de notifications s'est arrêté. Mon appartement est redevenu silencieux, et ce silence était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Pendant 2 jours, j'ai vécu dans une bulle de silence béat. Bloquer leur numéro, c'était comme fermer une porte à un ouragan. La pression constante, le bourdonnement de fond d'attente et de déception qui avait été la bande-son de ma vie avait disparu. J'ai travaillé à la maison. J'ai commandé mon plat préféré. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je n'avais pas réalisé que je portais. Mais je savais que la bulle ne pouvait pas durer éternellement. Le silence était une paix artificielle, et la vraie confrontation était encore à venir. Elle est arrivée le 3e jour via un email de ma mère avec pour objet « Il faut qu'on parle ». Mon cœur battait la chamade tandis que je l'ouvrais. L'email était court et étonnamment modéré. Léna, nous sommes de retour à la maison. Nous avons trouvé un motel pour 2 nuits et sommes rentrés hier. Cela a été un désastre. Je sais que tu es en colère, mais nous sommes ta famille. S'il te plaît, débloque-moi. J'ai besoin de te parler. Une partie de moi, la vieille partie conditionnée, a ressenti un pincement de culpabilité. Je les ai imaginés dans un motel miteux, loin du chalet de luxe qu'ils attendaient. Mais ensuite, je me suis souvenu de la raison pour laquelle ils étaient là. Je me suis souvenu de la cruauté désinvolte dans leur voix, du geste dédaigneux de leurs mains alors qu'ils m'effaçaient de mon propre cadeau. J'ai pris quelques profondes inspirations, je me suis ressaisi et j'ai décidé que j'étais prête à les affronter, mais à mes propres conditions. J'ai débloqué le numéro de ma mère et envoyé un simple SMS, « Tu peux m'appeler ». Mon téléphone a sonné moins d'1 minute plus tard. J'ai pris une dernière inspiration fortifiante et j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur. Léna, oh merci mon Dieu. La voix de ma mère était tendue, épuisée. Je suis là, ai-je dit doucement. Ce que tu as fait était. C'était la chose la plus cruelle que quiconque m'ait jamais faite, commença-t-elle, sa voix déjà lourde d'émotion. À nous. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père tonner en arrière-plan. Cruel, c'était vindicatif. C'était enfantin. As-tu la moindre idée de la somme d'argent que tu as gaspillée? Comme tu nous as humiliés? Nous avons dû rentrer chez nous en disgrâce. La voix de Chloé a rejoint le cœur, stridente et accusatrice.
Kevin pense que notre famille est folle maintenant. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné ma relation. L'agression verbale était exactement ce à quoi je m'attendais. Les trois, un front uni d'indignation, prêts à me jeter la faute au visage. Dans le passé, je me serais effondré. Je me serais excusé, j'aurais essayé de m'expliquer et j'aurais fini par assumer la responsabilité de leurs sentiments. Mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. J'ai attendu que leur salve initiale s'épuise. Quand il y a eu une pause, j'ai parlé, ma voix dénuée de l'émotion qui faisait rage en moi. Je n'ai pas gaspillé d'argent. Je l'ai considéré comme le prix d'une leçon, une leçon très chère mais nécessaire. Une leçon, mon père ricana. Quelle leçon? Comment être une gamine gâtée? Non, dis-je, ma voix gagnant en force. Une leçon pour moi. J'ai enfin appris que ma place dans cette famille est conditionnelle. J'ai appris que ma valeur est mesurée par ce que je peux fournir et que mes sentiments sont considérés comme un inconvénient. Vous ne m'avez pas juste demandé de renoncer à ma place pour un voyage. Vous avez pris la décision calculée qu'un homme que vous connaissez depuis 6 mois était plus important que votre propre fille et sœur. Vous avez pris un cadeau que je vous ai fait, un cadeau qui venait de mon cœur et de mon travail acharné. Et vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue pour en faire partie. Ce n'est pas ce qui s'est passé, insista ma mère. Nous essayons juste de rendre tout le monde heureux. Tu es si rigide, Léna. Tu ne sais jamais comment juste te laisser porter. Me laisser porter, ai-je répété, un rire humoristique s'échappant de mes lèvres. Toute ma vie, je me suis laissé porter. Votre courant. Le courant de Chloé. Je me suis laissé porter quand mon cadeau du 10e anniversaire a été donné à ma sœur. Je me suis laissé porter quand ma fête de remise de diplôme a été annulée pour un cours de poterie. Je me laisse porter depuis 28 ans, et le courant m'a toujours entraîné vers le fond pendant qu'il emportait Chloé. Cette fois, j'ai décidé de sortir de l'eau. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je ne leur avais jamais parlé comme ça auparavant, sans larmes, sans supplications, juste avec des faits froids et durs. Le voyage était réservé à mon nom, ai-je continué, pressant mon avantage. La voiture était à mon nom. La politique du chalet stipulait explicitement que l'invité principal, moi, devait être présent à l'enregistrement. Même si je n'avais rien fait, vous auriez été refoulé. Mais ce n'est pas le propos. Le voyage, dans mon esprit, était une expérience familiale. Quand vous m'avez dit que je ne faisais plus partie de cette expérience familiale, le voyage a cessé d'exister. Vous ne pouvez pas avoir un cadeau sans le donateur. Vous ne pouvez pas prendre le cadeau et jeter la personne qui vous l'a donné à la poubelle. Alors, tu as juste décidé de nous punir, gémit Chloé. Ce n'était pas une punition, ai-je dit. Et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. C'était une conséquence. C'était le résultat naturel de vos actions. Vous m'avez traité comme si je n'existais pas. Alors, j'ai retiré le moi et que vous ne sembliez pas vouloir autour. Et il se trouve que ce moi était lié à la voiture, au chalet et au forfait de ski. Vous ne vouliez pas de moi, alors vous n'avez pas eu mes affaires. C'est en fait très simple. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Je ne comprends pas comment tu peux être si froide, Léna. Nous sommes ta famille. Vous êtes ma famille, ai-je reconnu, et une vague de tristesse m'a envahi. Et je vous aime, mais je n'aime pas la façon dont vous me traitez. Je n'aime pas être le plan de secours fiable et sensé. Et je ne serai plus cette personne. Je ne vais pas arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Ce qui est fait est fait. Alors, quoi maintenant? Demanda mon père, sa voix basse et vaincue. Maintenant, j'ai besoin d'espace, ai-je dit, les mots étant à la fois terrifiants et libérateurs. Beaucoup d'espace. J'ai besoin de temps pour découvrir qui je suis sans constamment essayer de gagner ma place à votre table. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de mail. Quand et si vous êtes prêt à avoir une conversation où vous comprenez et assumez votre part de responsabilité dans tout cela, je pourrais être prête à écouter. Mais jusque-là, nous n'avons rien de plus à dire. Avant qu'il ne puisse répondre, avant que ma détermination ne puisse vaciller, j'ai mis fin à l'appel. Ma main tremblait, mais mon cœur était stable. L'ouragan avait frappé, et j'étais toujours debout. Les fondations de mon ancienne vie étaient en ruine. Mais pour la première fois, j'ai senti que j'avais un terrain solide sous mes pieds.
Un terrain que j'avais revendiqué pour moi toute seule. Les semaines qui ont suivi la confrontation furent parmi les plus étranges de ma vie. Le silence de ma famille était absolu. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. Au début, c'était déconcertant. Chaque vibration de mon téléphone me nouait l'estomac, anticipant une nouvelle vague de colère ou une supplique culpabilisatrice. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en 2, le silence a commencé à ressembler moins à une absence et plus à une présence, la présence de la paix. L'énergie mentale que j'avais toujours réservée à la navigation des dynamiques familiales, à l'anticipation des besoins de Chloé, à la gestion des attentes de mes parents, à l'ingestion de mes propres déceptions, était soudainement libre. C'était comme si j'avais exécuté une douzaine de programmes gourmands en ressources en arrière-plan de mon esprit toute ma vie, et je les avais enfin, miséricordieusement, tous fermés. J'ai investi cette nouvelle énergie en moi-même. J'ai entrepris un nouveau projet stimulant au travail que j'aurais auparavant évité, craignant qu'il ne me prenne trop de temps par rapport à d'éventuelles obligations familiales. J'ai commencé à faire de la randonnée les week-ends, explorant les sentiers autour de ma ville. J'ai renoué avec de vieux amis, ceux qui s'étaient lentement éloignés parce que j'étais si souvent occupé par ma famille. J'ai pris un café avec une amie qui, après avoir écouté toute l'histoire, m'a regardé et m'a dit « Il était temps, Léna. Nous attendions tous que tu te reprennes en main. » Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. D'autres personnes l'avaient vu depuis le début. J'étais la seule à refuser d'ouvrir les yeux. Environ un mois après l'incident, j'ai reçu un appel d'une cousine, la fille de ma tante, avec qui j'étais amie. « Salut, Léna, dit-elle timidement. Je prends des nouvelles. Les choses semblent intenses là-bas. On pourrait dire ça, ai-je répondu avec un rire sec. Oui, ma mère s'est fait sermonner par la tienne, dit-elle. Elle raconte à tout le monde que tu as eu une énorme crise de colère non provoquée et que tu as saboté les vacances en famille par jalousie envers Chloé et Kevin. J'ai ressenti un éclair de la vieille colère, l'injustice de leur récit déformé. Bien sûr, c'est ça l'histoire, ai-je soupiré. Ne t'inquiète pas, ajouta rapidement ma cousine. Personne d'entre nous n'y croit. Nous avons tous vu le spectacle de Chloé pendant des années. Honnêtement, la plupart des membres de la famille te font secrètement une ovation debout. Mon père a dit, tant mieux pour elle. Ils ont dû lui emprunter de l'argent pour payer le motel et l'essence pour rentrer. Au fait, ils étaient dans un état pitoyable. Entendre cela m'a offert une étrange sorte de validation. Il ne s'agissait pas de leur souffrance, mais du fait que les conséquences étaient réelles et visibles pour les autres. Leurs actions avaient un coût, non seulement pour moi, mais aussi pour leurs propres finances et leur réputation au sein de la famille élargie. Ils ne pouvaient pas s'en sortir aussi facilement qu'ils le pensaient. Le vrai tournant pour moi est venu un samedi après-midi pluvieux. Je nettoyais un placard et j'ai trouvé un vieil album photo. Je l'ai feuilleté, voyant image après image de ma famille. J'étais là à 7 ans, légèrement à l'écart de mes parents qui s'extasiaient devant une Chloé de 2 ans. J'étais là à 16 ans avec mon bras dans le plâtre à cause d'une blessure sportive, regardant Chloé souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. Page après page racontait la même histoire, une histoire que j'avais vécue mais que je n'avais jamais vraiment lue. Je me suis arrêté sur une photo d'il y a quelques années. C'était Noël. Mes parents venaient d'ouvrir mon cadeau, une nouvelle machine à café chère qu'ils désiraient. Ils souriaient poliment à l'appareil photo. À côté d'eux, Chloé tenait son cadeau un sac à main de designer, et son sourire était sincère, extatique. À ce moment-là, en regardant la photographie, j'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour moi, mais pour eux. J'ai eu de la peine pour la famille que nous aurions pu être si leur amour n'avait pas été si déséquilibré. J'ai eu pitié de mes parents qui étaient si aveuglés par leur favoritisme qu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils repoussaient une fille et j'ai ressenti un éclair de pitié pour Chloé qui avait été si choyée qu'elle n'avait aucune notion de responsabilité ou de gratitude authentique. J'ai refermé l'album. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste épuisé. Le besoin de leur approbation, le désir désespéré d'être vu et valorisé par eux s'était enfin dissous. Ce n'était pas mon travail de les réparer ou de les faire comprendre. Mon travail était de me sauver et je l'avais fait. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec ma famille. Peut-être qu'un jour ils réfléchiront sincèrement à ce qui s'est passé et me contacteront avec de vraies excuses. Peut-être pas. Mais pour la première fois, l'une ou l'autre issue me semble acceptable. Mon bonheur ne dépend plus de leur validation.
Je planifie mon propre voyage pour le printemps prochain. Une aventure en solo vers un endroit que j'ai toujours voulu voir. Je la réserverai à mon nom, la paierai avec mon propre argent, et je serai la seule invitée. Ma place est garantie. Le karma qui a frappé ma famille au moment où je suis parti n'était pas surnaturel. Ce n'était pas un éclair d'un univers vengeur. Le karma, c'était simplement moi. C'était moi qui reconnaissais enfin ma propre valeur et qui refusais calmement, tranquillement d'être dévalorisé plus longtemps. Ils n'ont pas seulement perdu des vacances. Ils ont perdu leur filet de sécurité, leur réparatrice, leur paillasson émotionnel. Et moi, en retour, j'ai trouvé ma liberté.